Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de cet événement qui fait basculer la campagne électorale aux États-Unis et plus que ça, qui va transformer éventuellement l'histoire américaine. C'est un événement important qui s'est déroulé, bien sûr. On parle de cette tentative d'assassinat contre l'ex-président et candidat républicain aux prochaines élections, Donald Trump. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites. On a pris un peu de recul et moi, je me posais des questions sur comment ça se fait que ça s'est passé comme tel. Là, on a les réactions, les partis politiques qui se disent il faut se tendre la main, se réunir, mais déjà, on commence à sentir que le ton va remonter puis on va retomber à peu près dans les mêmes ornières. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Au moment où ça s'est passé, il y a plein de gens qui ont élaboré des théories de complot. Je dis de complot parce que je trouve que de prime abord, ça n'a pas l'air d'avoir grand bon sens. D'autres qui se posent des questions sur l'efficacité des services secrets américains et des plans de contingence, des plans de sécurité qui sont établis au moment où les candidats se déplacent et font face à des milliers de personnes. Et est-ce qu'il n'y a pas eu danger, inaction ou action mal planifiée de la part des autorités? On va en parler avec quelqu'un qui connaît ça parce qu'aussitôt que c'est arrivé, j'ai pensé à lui. C'est un gars qui est au-dessus de la mêlée, qui se retrouve sur un édifice, sur le toit de l'édifice et il tire. J'ai pensé à Wally, que j'ai eu à quelques reprises en entrevue, qui est tireur d'élite, qui a été en Afghanistan, qui a été en Ukraine et qui a fait la job de tireur d'élite. Il a publié ce livre-là, Mission tireur d'élite, et il m'a accordé un certain nombre d'entrevues alors qu'il était sur les lieux, notamment en Ukraine. Salut Wally. Salut, ça fait plaisir. Tireur d'élite, c'est ta job. Oui. Le jeune homme qui a tiré, manifestement, n'était pas un tireur d'élite. Et la première chose qu'on a eue comme réaction, c'est qu'est-ce qu'il faisait là? Alors, dis-moi, ta première réaction, parce que moi, ma première réaction, je connais pas ça. Je me dis, ça n'a pas d'allure, mais toi, là, quand tu vois ça à la télé... ma première réaction, c'est j'ai quelqu'un qui m'a comme laissé entendre qu'il y avait quelque chose de gros, mais qui ne l'avait pas dit clairement. J'ai été voir les nouvelles. Je suis tombé sur un paquet d'images, vidéos, etc. Puis comme tout le monde, c'est comme des événements marquants, le 11 septembre, peu importe. Il y a comme un peu une... On a tous été surpris, on n'a pas cru que ça pouvait être aussi grand que ça. Là, quand on commence à voir des images de Trump avec des coulées de sang, on commence à voir les vidéos, on se dit, voyons donc, c'est vraiment ça. Là. Il y a quand même quelqu'un qui essaie de le tirer. Puis ce qui m'a surpris, c'est que, pas surpris, mais je me rappelle que quand j'ai commencé à avoir les premiers détails techniques, le nombre de tirs, à la limite, le type de bruit, je me suis dit, ça doit être une plateforme, on appelle ça une plateforme, AR-15, à peu près. J'avais comme une intuition que ça pouvait être ça. Puis il y a certains détails après ça que j'ai pu, comme on dit en anglais, caller la shot parce que je sentais, OK, ça risque d'être ça qui est arrivé parce que ça... J'étais habitué d'analyser les choses. Ouais. Il faut comprendre que justement, à la guerre, tu es tout le temps en mode analyse pour ta propre survie. Surtout l'écoute, énormément d'écoute. Dans une zone de guerre, par exemple, comme l'Ukraine, c'est fou comment les armes font des bruits différents les uns des autres. Tu es capable de juger ça, c'est tel type d'arme? Oui, absolument. Ah ouais? Les types d'obus qui t'ont tombé, la façon qu'ils tombent, l'angle, tu es capable de savoir un paquet de choses. Juste en entendant, moi, j'entendais à la télé toc, puis j'avais l'impression que c'était comme un petit bruit feutré. Ouais. Et ce bruit-là, t'évoquais, c'était quoi le type d'arme qu'il a pris? Je l'avais dit à un ami, j'ai dit, je pense que c'est une plateforme AR-15. AR-15, c'est comme une M16, là. Ouais. Parce que AR-15, c'est comme la dénomination civile. Puis la M16, c'est un modèle de l'armée américaine. Donc, quand on dit M, mettons les M249, c'est une mitrailleuse qui tire le même calibre d'ailleurs. C'est juste une désignation militaire, mais c'est l'équivalent. Souvent, c'est pour ça, juste des petits détails techniques, là. C'est pour ça qu'on voit souvent des chiffres, toutes sortes de données qui passent, puis les gens, ou même des journalistes, ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Exemple, dans le militaire, on va dire une M16, une M4, c'est la version raccourcie. Une C8, c'est la version canadienne, militaire. Mais vu qu'il n'y a plus de droits, des droits d'auteur, mais des brevets, les brevets ont expiré parce que les brevets ont environ une durée, je crois, de 20 ans, les brevets industriels. Donc, n'importe qui, tu pourrais avoir des licences pour produire une arme de type AR-15, toi, si tu avais l'autorisation, parce que le design d'une plateforme AR-15 n'a plus de... Il n'y a plus personne qui possède les droits, les brevets. Donc, mais ça ressemble à quoi? C'est pour ça quand on dit plateforme AR-15, ça peut être un modèle d'une autre compagnie, ça peut être une arme chinoise, ça peut être une arme de plein de choses. On dit mais c'est de style, AR, c'est parce que c'est Armalite.
Et ça veut dire quoi? Ça tire plusieurs coups. Est-ce qu'il faut que tu appuies chaque fois sur la gâchette ou c'est... Ça dépend. Bon, ça dépend de la réglementation, ça dépend qu'un paquet de choses. Une Armalite 15, une AR-15, OK? Ce qu'on dit, l'équivalent militaire, ça serait un fusil d'assaut. Par contre, un fusil d'assaut a une capacité, ce qu'on appelle automatique. Donc, tu as la sécurité, tu as un sélecteur de tir, après ça, tu vas avoir coup par coup. Donc, on tire à chaque fois semi-automatique, puis après ça, automatique, qui va tirer comme une petite mitrailleuse, dans le fond. Là. La version américaine du US Army, ça tire des bursts de 3. Donc, il y a plein de variantes. Là. Fait quand on dit une plateforme de type AR-15, ça vise large. Là. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être même un calibre différent. Souvent, on va dire une plateforme AR-15 parce que le design, le look, etc., il y a tellement de variantes, mais c'est pas nécessairement une AR-15 d'un point de vue purement technique. Parce qu'une AR, ça veut dire Armalite. OK, je comprends. C'est un style. C'est un style. Mais là, on va essayer de décortiquer l'événement comme tel, là, avec tes yeux à toi. Là. Ce qu'on voit, nous autres, c'est qu'on voit Trump qui fait un geste comme ça et on a l'impression comme une réaction comme quand on se fait piquer, tu sais, une piqûre de thon ou je sais pas quoi, et il fait ça et il s'affaisse. Au début, tu dis, je ne savais pas ce que c'était. Moi, les premières nouvelles qui ont popé sur mon téléphone, ça disait, il a été sorti. Moi, j'avais l'impression que c'était juste, il y a une petite explosion, c'est une fausse alerte. Mais quand on voit les images à la télé, on voit qu'il s'affaisse. Alors, puis on voit tout de suite les équipes de sécurité qui plongent par-dessus lui pour le protéger. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, là? Quand j'ai vu les images, par exemple, ben c'est ça, j'ai comme tout le monde, j'y croyais pas tant, jusqu'à temps que je vois comment ça va des images, etc. Moi, je trouve que les réactions dans la foule de Trump ont été extrêmement typiques. C'est très typique. Il y a beaucoup de gens, exemple, qui vont dire c'est un complot parce que les gens, c'est comme s'ils savaient. Il y en a qui se sont pas ils n'ont pas bougé du tout. En fait, les gens étaient pétrifiés, là. Exactement. Il y a énormément de types de réactions sous stress, comme ça, aussi dans l'incompréhension. Les gens, souvent, ils ne savent pas. Donc, c'est très, très, très typique de voir, exemple, quelqu'un qui va comme pas bouger parce qu'il ne comprend pas. Tu vas avoir des personnes qui vont tout de suite instantanément se baisser. Souvent, d'ailleurs, quand une balle passe très proche, parce que j'ai tiré souvent proche des gens pour ce qu'on faisait des coups de saumon, ce qu'on appelait. Donc, t'avertis. J'en ai fait tellement. Ça, la personne, est-ce qu'elle sent passer la balle? Oui, ça, on faisait des blagues, on disait que c'était comme un langage universel. Tu tires à côté, là, 99. Tu sens passer ça à côté, oui. toi. En fait, le bruit que ça fait, c'est comme un gros claquement. Là. Quand tu as une balle qui passe, par exemple, ici, là, tu vas entendre une espèce comme un bruit de pétard, là, selon le calibre. Donc, si le calibre est plus grand, ça va être très fort, au point de pouvoir même te rendre pas sourd, là, mais de pouvoir causer un trauma. Là. Ça va être fort. Là. Si une balle de gros calibre passe ici, là, ça va être vraiment fort. La raison, c'est parce que la balle va plus vite que la vitesse du son. Donc, il y a une espèce de bang supersonique en miniature, un peu comme un avion qui traverse le mur du son, va faire un bang supersonique. Mais là, c'est un petit projectile qui va quand même faire un bang supersonique. Ah ouais? C'est une raison pourquoi les assassins qui mettent des silencieux vont utiliser un type de munition subsonique, que lui, il va avoir beaucoup plus de poids, mais qui va aller beaucoup plus lentement. Il va aller moins vite. Puis ça va pas faire ce bang-là. OK. Puis c'est pour ça qu'on va entendre souvent, mettons, une arme d'assassin, tu vas entendre juste le mécanisme. C'est très impressionnant d'entendre un silencieux qu'une arme subsonique. Tu vas peser, tu vas juste entendre le mécanisme. Ça va faire clic, 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 mais la balle part, là. Mais lui, il n'y avait pas de silencieux. On l'a entendu, nous autres. Alors, si je me fie à ce que tu me racontes là, Trump, il l'a dans l'oreille, là. Je veux dire, il y a de quoi faire exploser un tympan, là, non? Pas exploser le tympan, parce que ça peut peut-être passer en haut. C'est pour ça que là, il y a des... D'ailleurs, ça allait alimenter des théories du complot. C'est pour ça qu'il y en a qui disent peut-être ça a touché le téléprompteur, là, l'espèce d'écran qui donne un texte. Puis là, il y a eu un débris ou un ricochet ou quelque chose qui est passé, qui l'a blessé. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est peut-être ça, parce qu'il ne semble pas avoir réagi d'une façon... Tu sais, quand il y a une balle qui passe si proche que ça, là, vraiment, les personnes vont d'habitude avoir une réaction instinctive extrêmement forte. Contrairement à des personnes qui vont, par exemple, être dans l'audience en arrière à, par exemple, une vingtaine de mètres, dizaine de mètres, qui vont pas avoir... ils vont entendre une espèce de claque, il va y avoir une confusion, mais il n'y aura pas un son aussi fort. Donc, ils vont peut-être pas autant instinctivement se coucher au sol. Je peux en parler de façon assez autoritaire parce que j'ai tellement tiré souvent à côté de gens que j'ai vu des réactions de toutes sortes, avec plein de calibres. Donc, je suis très habitué de voir des réactions humaines de personnes qui se font tirer dessus.
de mon côté ou du côté de l'ennemi, dans le fond. Donc, as-tu été surpris par cette réaction de Trump qui d'abord, se touche-oreille, ça fesse, mais il reprend connaissance, puis il sort le point, puis il veut montrer qu'il est en vie, puis qu'il veut fighter? Très typique, c'est l'adrénaline, il combat, il y a une pression, tout le monde le regarde, il a réagi très vivement. Il y a des gens qui vont réagir comme ça. J'ai tendance à réagir quand même assez comme ça. T'sais, par exemple, en Ukraine, j'avais des gars qui venaient de se faire tuer juste à côté de moi. Il y en avait un qui était quasiment à cette distance-là, peut-être un petit peu plus loin. Mettons l'étagère en arrière. Il était devant moi, il venait de mourir. Il y en avait un autre qui venait de se faire tuer. Mon premier réflexe, ça a été il faut combattre. Là, il faut, comme, Donc, il y a on appelle ça, en fait, en psychologie. Les policiers, d'ailleurs, ont des cours là-dessus. On appelle ça le fight or flight. Donc, en français, je ne sais pas l'équivalent, ça se dit bien en anglais. C'est soit tu tiens ou soit tu fuis. Puis c'est une réaction très, très, très rapide. Souvent, les gens vont avoir un instinct de je combats, je tiens ou je cours. C'est rare que quelqu'un va faire ni un ni l'autre. Souvent, il va avoir vraiment une réaction très instinctive, très rapide, très primaire. Ça vient nous chercher. C'est pour ça que les cours d'autodéfense, exemple, ont souvent c'est souvent les vrais cours d'autodéfense, pas de l'art martial. Il y a des applications à l'art martial, c'est excellent. Mais souvent, les arts martiales vont être techniquement trop compliqués à exécuter en situation de haut stress. Par exemple, des prises compliquées. Les gens ne seront pas capables de faire ça, à moins que tu aies un entraînement répété, poussé, ce qui est excellent. Mais souvent, les cours d'autodéfense sont extrêmement, comme on dit en anglais, straight to the point. Là. C'est des mouvements très simples, parce que sous stress, sous l'adrénaline, les gens vont avoir des... Tu t'en rappelleras pas, tu ne seras pas capable, ça va être compliqué, c'est complètement différent. Puis souvent, c'est ça. Fait que les réactions sont très primaires. Quand il y a de l'adrénaline comme ça qui embarque, c'est fou les réactions qu'il y a. Une des réactions, justement, ça a été comme Trump, c'est de se braquer, de vouloir avoir une espèce d'instinct de combattre, de lever le poing. Il y avait une pression aussi parce qu'il savait qu'il était regardé, donc il y avait comme un intérêt, en fait, à montrer une certaine force aussi. Donc, voilà. Justement, du point de vue des services de sécurité, là, il y a je dirais, deux types de théories de complot là, ça circule encore. Je suis surpris, je pensais que ça allait être dans les premières heures, mais non, ça continue. La première, c'est que ça vient probablement des gens de gauche, là, des gens qui ont diabolisé la droite et Trump, et qui se disent il est assez tordu que la gang ont prévu mettre un tireur là-bas, puis il demandait de viser juste pas loin, puis comme ça, il va passer pour un martyr, et depuis qu'il est martyr, les intentions de vote semblent le favoriser. Ouais. Donc, ça a été arrangé. Qu'est-ce que tu réponds à ça? On a vraiment la conspiration facile pendant le temps qui court. J'ai eu des études psychologiques sur le pourquoi il y a autant de théories du complot. Une des raisons, évidemment, c'est un manque de confiance dans les institutions. Donc, les gens cherchent un appui autre que les institutions, qui, avant, religion, médias, peu importe, disaient qu'il y avait une plus grande crédibilité, puis ils disaient aux gens, voici la vérité, pour le bien. Il y avait du bon et du moins bon à ça. Donc, les gens vont souvent chercher à rationaliser les choses. Que quelque chose soit, on dit souvent la vérité est soit ennuyante, soit terrible. Souvent, elle est ennuyante et très nuancée. La nuance est ennuyante. C'est plate de penser que ça peut juste être un gars tout seul qui a décidé que ça lui tentait de s'en prendre à Trump. C'est pas une théorie très intéressante. C'est beaucoup plus intéressant de dire « Hey, c'est un grand complot, il y a vraiment le mal contre le bien, puis le mal a essayé de tuer le représentant du bien, ou l'inverse, c'est celui qui est le mal, qui s'est... » L'humain a tendance c'est pour rien qu'il y a plein d'histoires. La mythologie grecque, c'est des histoires... Mais n'empêche que le FBI n'écarte pas la possibilité que ce soit un complot de terroristes. Ils ont trouvé des explosifs. Là, ils disent peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Il faut définir c'est quoi complot. Le problème, c'est qu'avec les théories du complot qui circulent, le problème, c'est que ça discrédite les vraies enquêtes sur les vrais complots, parce qu'il y a des complots. Ça a été prouvé. Il y a des présidents américains qui ont été assassinés dans le passé, ou des tentatives d'assassinat. Il y avait des complots. C'est quoi un complot? C'est un groupe d'humains qui va s'organiser ensemble. Ça peut être un petit complot, ça peut être 20 personnes, ça peut être un gros complot, ça peut être... Mais plus que c'est gros, le problème, plus qu'il risque d'avoir des fuites, des divergences d'opinion, etc. Donc, c'est très difficile d'organiser un gros complot, OK? Historiquement, quand on regarde les complots, comment ils se sont produits. Ça fait pas de sens que dans ce cas-ci, selon ce que je sais encore là, je suis ouvert à toutes les théories, mais il faut m'amener des preuves autres que c'est possible. Parce que c'est un autre des problèmes des théories du complot, c'est qu'on s'accroche au fait que ça soit théoriquement possible. Ça ne suffit pas. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit, si
Avec des si, on mettrait pari en bouteille. Qui veut dire, dans le fond, si avec des si, des peut-être, tout est possible. Là. Donc, la plausibilité n'est pas suffisante pour me convaincre. Il faut des preuves. Et l'intérêt non plus n'est pas une preuve. Il y a tellement de choses qui se passent avec des intérêts en jeu que si c'était juste une question de « Ah, cette personne a bénéficié de ça, donc il y a complot », non. Des fois, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement reliées à un intérêt. Bref, il y a beaucoup de nuances. Mais dans ce cas-ci, je pense pas que c'est un complot dans le sens que c'est une grosse organisation derrière. Il faudrait avoir un Trump qui a une confiance absolue dans les gens qui tirent. Moi, ben là, il y a deux versions. Moi, je ne ferais pas confiance. Vous me dites, t'es bien bon tireur. En fait, c'est un peu drôle. Okay, c'est comme, comment il s'appelait, Guillaume Tell, mais moi, à Pomme, là, non, je dirais... Ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà fait des entraînements où on se tirait à côté un de l'autre, mais par mesure de sécurité, on ne se tirait pas ici, là. Même si... probablement que ça serait correct. T'sais, moi, je pourrais mettre quelqu'un dans le champ, tirer ici. En Ukraine, on l'avait fait à des personnes qui n'avaient jamais été au combat. Je l'ai fait à d'autres époques. Pour les pratiquer? Oui, c'est ça. On a mis des vidéos, là, on fait des blagues là-dessus. Là. Mais je tirais vraiment à une distance à peu près minimalement, pas plus proche que d'ici à toi. Là. Est-ce que j'aurais pu tirer là? Sûrement, oui, en fait, c'est certain. Mais... la sécurité avant tout. Capable c'est quoi? Il était à 150 pieds. Bien, regarde, la capacité de groupement d'une arme de tireur d'élite, c'est... Il y en a qui c'est un petit peu plus, il y en a qui c'est un peu moins selon les types d'armes. C'est ce qu'on appelle une minute d'angle. Une minute d'angle, c'est une unité angulaire. Une minute d'angle, c'est environ 1 pouce à 100 verges. Donc, environ 1 pouce, vous mettez une cible à environ 100 mètres ou 90 mètres, 100 verges. Vous tirez, vous prenez le meilleur tireur, vous le mettez même sur une espèce d'appui qui ne va pas bouger. Vous mettez la même munition, vous tirez, vous ajustez. Même si vous avez une machine là, qui tient l'arme, la balle ne va pas être plus précise souvent qu'un... Ça va être dans 1 pouce. Souvent, on pourrait faire une balle plus précise. Le problème, c'est que ça coûterait aussi des fois énormément cher. Ah ouais. Donc, c'est aussi une question de pourquoi on le fait. C'est une précision absolue. Est-ce que c'est nécessaire? Des fois, non. T'sais. Mais viser une oreille à 150 verges, oui, ça se fait, mais encore là, il y a beaucoup de nuances à apporter. Il y a des armes qui sont tellement précises qu'on peut, comme on a dit, jouer aux cartes. Là. On va comme vraiment viser, comme on va quasiment faire des dessins à des distances souvent plus courtes. Mais c'est tout ça pour dire qu'une arme de tireur d'élite standard, rule of thumb, comme on dit en anglais, c'est environ 1 pouce à 100 mètres de précision. C'est constamment. Donc, un tireur, une des évaluations qu'on avait d'ailleurs comme tireur d'élite, c'est d'être en position couchée, à peu près comme le tireur qu'on avait là, et d'être capable de, coup après coup, d'amener 5 balles. Donc, on tire 5 balles, il faut que ça soit en dedans d'1 pouce. On tire 5 balles, il faut que ça soit en dedans d'1 pouce. Couché. Donc, ce qu'on appelle une position couchée supportée. Donc, tu es supporté d'un trépied. Tu peux prendre ton temps, tu prends ta respiration, tu appuies sur la détente, le coup part, tu rechambres une autre munition, tu refais la même chose. Tu fais ça 5 fois, tu es supposé d'avoir ça. C'est un des standards. Il y avait d'autres standards pour être tireur d'élite, mais ça, c'est un des standards. Dans ce cas-ci, il est environ à quoi? 100, j'oublie les chiffres exacts, mais peut-être 150 mètres environ. J'ai lu 150, ouais. C'est une distance quand même courte. Moi-même, j'ai abattu une cible un petit peu plus proche que ça. C'était extrêmement facile, dans une position couchée, sous stress parce qu'il y avait une situation de combat. C'est vraiment facile pour quelqu'un d'entraîner, là, quand même, là, avec une arme relativement... Mais il paraît qu'il n'était pas... ce qu'on a lu de lui, là, c'est qu'au secondaire, là, aux États-Unis, tout le monde tire à un moment donné, puis il n'était pas bien bon, mais que depuis 1 an, il s'est inscrit dans un club de tir et, il aura amélioré ses performances. Mais donc, de sa distance avec l'arme qu'il avait, ça ne prend pas il ne faut pas être particulièrement bon. Non, mais il faut comprendre, est-ce qu'il y avait les connaissances pour ce qu'on appelle le zérotage, l'ajustement? L'ajustement à 100 mètres va être différent de 150 mètres. Il y a une petite différence, mais pas une grosse. Plus qu'on est loin, plus que les variantes sont différentes, plus qu'il faut du talent. Ultimement, il faut de la chance, parce qu'à un moment donné, il va y avoir du vent, il va y avoir plein de choses. Une balle comme qui tirait ne va pas être efficace en haut d'environ 400-500 mètres. En haut de ça, tu as beau être bon, ça commence à être extrêmement difficile. Moi-même, j'ai vu des impacts de ce type de munitions-là dans des gens, là, comme observateur. Et l'effet ne va pas être grand, là, je veux dire, c'est quand même une petite balle. Parce que l'histoire, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens dans la foule, Trump est là, il y a donc cet édifice avec un toit, il y a le gars monte, habillé en kaki, comme un militaire, et tu as dans la foule des personnes qui voient cette personne-là sur le toit qui disent aux policiers à côté, « Hey, il y a quelqu'un sur le toit! »
Et le policier s'approche. On semble voir une arme. Là, il s'approche et il s'approche. Le gars, quand il voit qu'il est découvert par le policier, se tourne et le met en joue. Alors, le policier, au lieu de faire quoi que ce soit, il rebrousse chemin. Il sauve parce qu'il dit... Et là, il appelle son monde en disant... Mais au lieu de continuer ou de faire quoi que ce soit, il s'en va. Et c'est là, semble-t-il, qu'il a eu le temps de se retourner et là, d'appuyer sur la gâchette pour tenter de viser Trump. Oui. Si le policier n'intervient pas, parce que depuis tantôt, là, tu me donnes des détails techniques, mais dans le fond, est-ce que c'est pas la personne qui tient l'arme que si elle est pressée? Oui. Toi, c'était ta job. Là, tu pouvais arriver, puis tu étais habitué à ça, mais lui, il n'est pas habitué. La police, il sait que la police sait qu'il est là, il faut qu'il tire, puis il tire à peu près n'importe comment, non? On a parlé de détails techniques, purement techniques. La psychologie joue un rôle énorme, OK? C'est fou, là, à ne pas sous-estimer. Les gens sont extrêmement imprécis sous stress, sans surprise. Mais à la gare, j'ai vu des situations où les gens tiraient à peu près n'importe où. Et les tireurs d'élite ont souvent une moins grande pression aussi, parce qu'ils sont eux-mêmes nerveux. Même, ils sont plus précis, évidemment, mais ils sont quand même moins précis souvent qu'à l'entraînement, surtout ceux qui ont moins d'expérience, puis que c'est la première fois. Je me rappelle la première fois qu'on a tiré, dans les premières fois où mes partenaires tiraient des cibles, après, là, nos doigts shakaient comme ça. Même moi, j'étais souvent plus l'observateur, mais le fait de voir était énervant. Là. Ouais. Mais on était conditionnés. C'est pour ça que le conditionnement, qui est une forme d'entraînement, permet d'être plus efficace au moment de stress, même si le stress est nouveau. Mais lui, il y a 20 ans, il a à peu près jamais tiré. Il n'y a pas d'entraînement. D'ailleurs, donc, ça a joué, là. C'est le fait que oui, absolument. Le policier, il sauve, mais il sait que là, ils savent là, qu'il est là, lui. Là. C'est ça. Donc, il y avait ce stress-là. Donc, possiblement, l'arme était une mauvaise arme. La munition n'était pas la meilleure qui soit. Le vent ne semblait pas être un problème, puis c'était quand même relativement proche, donc je vais l'écarter. Est-ce qu'il y avait un trépied? Il y a plein de choses. L'équipement était mal choisi. Manque d'entraînement déficient ou inadéquat, le stress en plus de ça. Donc, on rajoute ces couches d'imprécision. Plus tu m'arrives avec ces facteurs-là... Et le mouvement de la cible. Donc, on rajoute une imprécision à chaque fois. Oui, parce qu'il paraît que Trump, en bougeant, c'est un de ses gestes qui aurait fait en sorte que, finalement, il a déplacé sa tête assez rapidement. De sorte exactement. Que le projectile est passé à côté. Mais dans cette perspective-là, là, le jeune soulève un tas de facteurs. Il faut le voir plus comme un loup solitaire que comme quelque chose d'organisé. C'est pour ça que la théorie du complot... Avec tous les facteurs que tu viens de me souligner, là, qui expliquent que, dans le fond, il n'était pas top-notch, donc c'était pas une organisation très... Exactement. C'est pour ça que la théorie du complot anti-Trump ne tient pas la route, selon moi, parce que pourquoi ficeler un complot aussi bien pour avoir, au final, un amateur qui va faire un geste aussi, je veux dire... courageux, dans un sens. Mm-hmm. Il y avait un courage physique, celui qui l'a fait, indéniablement. Par contre, il savait qu'il se ferait tuer. Là. Oui, mais peut-être qu'il ne l'a pas tant réalisé, au final, parce qu'il y a comme eu des rapports comme quoi qu'il se sentait traqué, puis il y avait des réactions un peu... peut-être qu'il y a justement eu une espèce d'effet de vertige, parce qu'il faut s'imaginer le stress incroyable. Tu es à un rallye avec un ex-président Trump. Je veux dire, le monde entier regarde ce qui va se passer. Puis là, tu commences à te faire traquer, le stress est incroyable. Là. Donc, ton imprécision va être énorme. Là. C'est un peu comme je te disais, tu vas conduire ta voiture exactement après un accident. Tu vas pas conduire pareil, tu vas comme être dans ta bulle, tu vas pas... Tu sais, tu prends un crash, puis là, je te dis, embarque tout de suite, conduis-moi ça. Puis là, tu vas comme conduire tout croche sûrement, tu vas comme « Ah! » Puis l'adrénaline, la confusion, etc. Bien, lui, il était dans une situation... Je me souviens, moi, quand mon père est décédé, j'ai appris qu'il était décédé, il fallait que j'aille au Lac-Saint-Jean, puis j'étais à Montréal, j'ai pas été capable de conduire. Ça, c'est avec un recul. Ça faisait 2 minutes que je conduisais, j'ai dit à ma blonde, tu conduis, parce que... Bien, imagine, moi, je prends quelqu'un qui vient d'avoir un accident, sac gonflable d'en face, je le prends par le collet, je l'embarque dans un char, tu as 2 secondes pour partir le char, et je veux dire, la personne ne va pas être dans un état normal. Ouais. Puis les gestes qu'on n'explique pas, on dit pourquoi voyons, il part, puis ça part tout croche, parce que c'est le stress et la personne n'est pas habituée, etc. La façon, justement, de régler ça, c'est par un entraînement, le conditionnement. Exemple, si on prend l'exemple de la voiture, il y a des cours de contre-terrorisme en voiture que les gens vont faire volontairement toutes sortes d'actions
Puis ils vont tellement être conditionnés que quand il va arriver un vrai incident, mettons les gardes de sécurité sous escorte, vont être capables d'intervenir parce qu'ils sont conditionnés. Même si le stress est élevé, le conditionnement embarque. Okay. Mais alors, manifestement, il n'y avait pas eu le temps d'y avoir donc ça fait pas de sens, de formation. Mais moi, je pense que les tireurs d'élite ont fait un bon travail. Bien, c'est ça, j'allais t'amener là-dessus. C'est qu'ils ont été critiqués aussi. Les tireurs d'élite ont dit... Comment ça se fait qu'ils ne l'avaient pas vu? Comment ça se fait que les services secrets se parlaient pas plus que ça? Puis et ils l'ont tué après qu'il ait tiré, là. Alors, comment tu vois ça? Bon. Encore là, il faut toujours donner des opinions avec humilité. Surtout quand ça vient d'arriver. Il faut faire très attention. Puis toujours rappeler, on a des informations partielles. Ils sont de moins en moins partielles. On a des informations de plus en plus de qualité. On a les opinions des autres. Mais il faut toujours se garder une petite gêne. Surtout quand on n'était pas... dans les bottes des gens qui étaient sur place, il y a tellement de nuances, de possibilités. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Oui, on en parlera. Au niveau des tireurs d'élite en soi, moi, je ne vois pas vraiment d'erreurs à date. Voici le pourquoi. Selon ce que j'en sais, les premières images qu'on voyait des tireurs d'élite, c'était les images prises par un téléphone. On voyait Trump, puis on voyait les tireurs d'élite en arrière. Puis là, c'est au moment où il y avait comme une espèce de rumeur d'effet de panique qui commençait, de ce qu'on en sait, parmi la foule, certains apercevaient, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait eu des témoins qui avaient repéré un individu. Donc, il y avait une espèce de rumeur, un début de panique dans la foule. Quelqu'un qui filme, on entend des coups, on voit le tireur d'élite qui se baisse un peu, il y a des tirs, puis là, c'est là que le tireur, l'assassin, dans le fond, a été abattu. Quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, écoute, les tireurs d'élite n'avaient pas de l'air surpris. Tu sais, c'est pas comme, il y a des tirs, puis là, hop, ils se retournent, puis là, ils cherchent une cible. Oh, OK, il y a quelqu'un là, on l'abat la cible. C'était pas comme ça. C'était vraiment, on voit vraiment les deux tireurs d'élite, là. Ils sont vraiment prêts, ils attendent. Il y a un tir. Mon interprétation, c'est qu'ils ne savaient pas si c'était pour eux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est si on voit un tireur, là, une cible qui tire environ dans notre angle, parce qu'il n'y avait pas une grosse angle entre les deux, entre Trump et les tireurs d'élite. Okay. Donc, d'un point de vue optique, là, si on voit quelqu'un qui tire de cette façon-là vers nous, on va quasiment l'impression qu'il nous tire dessus. La différence du canon, ça va vraiment comme un petit angle comme ça. Ça prend l'expérience pour le voir. D'ailleurs, c'est une des façons que je pouvais survivre quand des tanks tiraient vers mon Ukraine, c'est que j'étais capable de voir juste la façon que les obus se dirigeaient. C'était assez pour me donner l'information que, OK, je n'étais pas exactement la cible, malgré que c'était extrêmement terrifiant parce que ça arrivait proche, mais je savais que c'était pas exactement moi la cible. Ou en Afghanistan, quand on se faisait viser par des tanks, des fois, je voyais carrément le canon nous viser, là, littéralement. Là, je savais que c'était exactement à nous. Il n'y avait pas de petit angle comme ça. Mais c'est très subtil, hein? Donc, peut-être qu'ils ont bougé, la personne bougeait, c'est l'appui très rapidement. Ils ont vu ça, ils ont vu les flashs, ils ont entendu les coups de feu, ils ont eu un réflexe humain de se baisser, mais tout de suite, là, après ça, ils ont embarqué. Mon interprétation... Je pense qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient être la cible. Oui, peut-être qu'ils ont une espèce de petit réflexe humain très rapide. Un délai d'une ou deux secondes. Bien, on a vu une réaction. Okay. D'après moi, c'est qu'ils ont senti, est-ce que c'est nous autres qui visent? Parce que c'était des cibles quand même en vue, les tireurs d'élite. Donc, est-ce que ça se pouvait? Oui. Donc, c'est un réflexe humain. Mais penses-tu qu'ils les voyaient? Parce que là, dans la nomenclature, ce qu'on nous a expliqué, là, c'est que quelqu'un du public avertit un policier, le policier regarde, il est mis en joue, il sauve, mais il prend son micro et il dit « il y en a un à telle place », eux autres, mais il y a quand même un délai, il y a eu le temps de tirer, il y a eu le temps de se tourner. Ce qui se passe, selon ce qu'on sait, encore là, et selon mon expérience personnelle, etc., malgré que ce n'est pas ma spécialité de faire ce type précisément de travail-là, mais c'était pas ma spécialité, c'est qu'il n'y avait pas l'autorisation de tirer, tout simplement. Puis c'est ce qui en ressort des informations qui sont publiées. Tu as besoin de l'autorisation de tirer quand tu es là pour protéger un président? Il y a vraiment des protocoles. C'est un peu comme ce qu'on appelle dans le jargon militaire des règles d'engagement. Les règles d'engagement, c'est une liste de conditions. C'est vraiment sa force de loi, là. Tu peux pas juste tirer n'importe quoi, là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu envoies des militaires faire du contrôle de foule, tu vas avoir, par exemple, des tireurs d'élite souvent. On était les seuls, quand on faisait du contrôle de foule, les tireurs d'élite étaient les seuls à avoir des munitions létales, donc des vraies balles, au cas où il y a une menace tellement haute qu'il faut que quelqu'un intervienne, les tireurs d'élite. Mais si tu donnes l'autorisation à une équipe de tireurs d'élite, tu leur dis, écoutez, tout ce qui est suspect, vous pouvez abattre. Je veux dire, mais c'est pas ça dans un ralliement politique? Oui, mais là, le problème, c'est que... Tu vois quelqu'un avec une mitraillette, on le tire tout de suite. Mais la première chose qu'il faut régler, c'est, écoutez, si on donne l'autorisation à n'importe qui, dans n'importe quel rallye politique, de tirer tout ce qui est suspect, je vous le dis, là, il va y avoir des innocents qui vont être tués. Ah ouais.
Puis si en plus on leur donne l'ordre de le faire, pas juste c'est ton jugement, parce qu'il faut clarifier, est-ce que c'est selon ton jugement ou tu as l'obligation de le faire? Si tu dis à des policiers, écoute, tu as l'obligation d'abattre toute cible suspecte, sinon tu es en tort, la personne va abattre n'importe quoi qui est suspect. Il faut faire très attention là, à ce qu'on donne comme autorisation. C'est pas à prendre dans la légère. Là. On s'imagine qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait abattu, exemple, quelqu'un qui a une manette de drone, parce qu'il pourrait avoir un attentat au drone, par exemple. Mm-hmm. Puis là, la personne se fait abattre parce qu'il y a un drone, mais dans le fond, on voulait juste faire une vidéo, ou c'était quelqu'un des médias qui n'avait pas dit qu'il allait faire ça. Il y a plein de situations, hein? Ouais. C'est complexe. Donc, est-ce qu'on veut donner des autorisations extrêmement permissives, qu'on fait, c'est free for all? Des fois, oui. Exemple, dans l'armée, il y a des règles d'engagement qui font, exemple, tu as une position défensive, et, mettons, on garde un dépôt de munitions, il n'y a personne qu'il faut qu'il passe. Tout ce que tu vois, là, passer un périmètre, il n'y a même pas d'identification de la cible, il n'y a rien, tout doit tomber. Tu tires. Alors que dans un rassemblement politique, tu dis qu'il y a trop de gestes manuels. On n'est pas dans le même contexte. Ce serait trop dangereux de donner cette permission. Il y a des avantages à deux. L'avantage de donner des droits extrêmement permissifs, c'est que là, la sécurité va être extrêmement élevée. Par contre, tu vas faire des carnages tout le temps. À chaque fois que tu vas en rallye puis qu'il arrive quelqu'un qui fait n'importe quoi de suspect, il va se faire abattre. Je ne suis pas sûr que ça soit la solution qu'on veut, right? L'autre, c'est le problème, c'est que tu mets beaucoup de vérifications, un protocole plus pesant. Là, tu vas avoir une latence protocolaire qu'on appelle, une latence dans les procédures, ce qui avait le cas ici. Selon moi, on va le voir dans l'enquête, c'est qu'il y avait vraiment un protocole qui disait les snipers, vous devez rapporter l'information, mais vous n'avez pas l'autorisation de tirer. Puis la personne responsable, il y a un responsable, lui a l'autorité de le dire. Et peut-être même lui, cette responsable-là, s'est fait dire tu dois formellement identifier la cible visuellement toi-même. Mm-hmm. Peut-être qu'il s'est fait donner l'ordre. C'est pour ça qu'il faut faire attention de mettre des accusations sur toutes sortes de monde. Peut-être que les snipers ont reçu l'ordre de ne pas tirer. Il n'y avait pas le droit. Le responsable s'est fait dire, écoute, le protocole, c'est que tu dois formellement toi-même identifier la cible. Tu n'as pas l'autorité de dire abattre une cible sans que tu l'aies vue toi-même. Mm-hmm. Peut-être qu'il y avait ça, là. Il y a tellement de possibilités. Il faut faire très attention avant de mettre le blâme sur quelqu'un. Il y a eu des lacunes. Encore là, il y a une autre lacune possible. Est-ce que ça faisait peut-être 20 fois que les responsables disaient, écoutez, on n'a pas les ressources pour faire un périmètre étendu? C'est ça ma prochaine question. Puis elle est un peu connectée à des théories de complot qui disent que finalement, les patrons des services secrets auraient peut-être volontairement diminué la protection sous la présidence de Biden qui aurait demandé aux services secrets de moins bien le protéger pour qu'il tire dessus. Bon, là-dessus... Encore là, je suis ouvert aux théories du complot, mais amenez-moi des arguments valides. Si on voit 50 événements semblables avec une sécurité avec un niveau donné, et que là, tout à coup, pour Trump, il y a énormément moins de sécurité... Là, en effet, il y a des questions à se poser. Pourquoi là, il y avait moins de ressources? En effet. Mais est-ce que c'est le cas? Pas à ce que je sache. Si c'est le cas, on va réévaluer nos opinions, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc peut-être, ça c'est une autre possibilité, peut-être que dans la commission d'enquête, la personne qui était responsable va dire, écoutez, moi, j'avais pas le droit d'autoriser, mais Sniper n'avait pas le droit parce que je me suis fait imposer ces règles-là. Donc j'ai joué avec les règles du jeu le plus que je pouvais. Et en plus de ça, moi, ça fait 20 fois que je vous demande des ressources supplémentaires pour faire un périmètre étendu. Je n'ai pas eu l'autorité de le faire. Vous ne m'avez pas donné les ressources. Donc, le périmètre externe, j'ai dû employer des policiers municipaux. Les policiers municipaux moins formés d'un point de vue tactique. On a des problèmes de coordination. On n'est pas habitué de se parler. On n'est pas habitué de travailler ensemble. On arrive sur un site, un rallye, ça dure quelques jours. On s'en va. On n'a pas le temps de faire un entraînement de 6 mois avec ces personnes-là. Donc, c'est difficile. C'est pas la même qualité de protection que, des gardes du corps. C'est les policiers municipaux. C'est pas leur job principal. C'est des gens qui vont faire une autre sorte de travail. C'est pas leur rôle principal. Mais sans que ce soit le complot, n'empêche que depuis des années, des livres ont été écrits, des reportages qu'on a vus ad nauseam sur des réseaux américains sur la déliquescence des services secrets, dans le sens où on a coupé, ça coûte cher, puis on coupe les effectifs, puis on planifie moins bien, puis ça devient ils sont un peu moins top-notch qu'ils étaient autrefois. Ouais. Achète ça. Bien, moi, j'ai tout de suite embarqué dans l'erreur humaine plus que le complot pour une raison précise. Autre que les détails qu'on mentionne là, depuis les débuts de la discussion. On se rappelle-tu, je crois que c'est Bush ou Clinton, j'ai oublié le président. Je crois que c'est Bush.
te rappelles-tu, il y avait un gars, Air Force One, l'avion du président, qui avait un gars qui avait passé les clôtures. Ça a fait un gros scandale à l'époque. Pas, non. Vous irez voir en ligne, mais il avait sauté par-dessus la clôture d'Air Force One, qui était dans une espèce d'enceinte supposément sécurisée. Il avait sauté, il avait fait un graffiti sur Air Force One, je pense. C'est fou, là. Donc, ça avait fait un scandale, parce que comment un gars peut s'approcher de l'avion qui est supposément la plus safe au monde? Parce que c'est ça, l'avion du président américain, tu veux pas personne qui s'approche de ça, right? Mais il avait fait un graffiti, il l'avait même filmé, je pense. Donc, ça avait fait un scandale. Je crois que c'était sous Bush avant le 11 septembre, je crois. Ou peut-être Clinton, je me rappelle plus. Mais bref, c'est incroyable. Donc, ça arrive des erreurs humaines, l'incompétence organisationnelle, ça arrive. Des organisations qui se font envoyer plein d'avertissements par des opérateurs de terrain ou des analystes ou peu importe, et que finalement, les preneurs de décision, pour X raisons, souvent de l'incompétence, un paquet de raisons, ont décidé de ne pas prendre des mesures ou de sous-estimer la menace. La navette spatiale, justement, qui a eu le Challenger qui explosait en vol, la deuxième qui explosait dans l'entrée en atmosphère, Columbia. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'ai regardé toute l'enquête de ça, et l'enquête, c'était qu'il y a eu beaucoup de flags qui ont été levés. Il y a des ingénieurs qui ont averti les responsables. Écoutez, il y a un risque que la navette se désintègre, qu'il y a eu des dommages vraiment assez importants, que ça peut menacer la sécurité des astronautes. Ils ont décidé de laisser ça aller. La navette s'est désintégrée. Donc, est-ce que c'est un complot? Mais non, c'est pas un complot, c'est juste une incompétence humaine. C'est très courant dans les organisations de l'incompétence humaine. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus sur cet effet de complaisance collective que rien va se passer. Il y a eu des guerres qui ont été perdues parce que tout le monde a assumé. D'ailleurs, c'est pour ça que la Russie a des problèmes en Ukraine. Ils ont assumé. Ça va être facile, le pays va s'effondrer, il n'y aura pas de défense organisée. La complaisance d'un groupe d'humains n'est pas à sous-estimer. L'incompétence aussi de certains décideurs n'est pas à sous-estimer non plus. Donc, c'est pour ça que les théories du complot ne tiennent pas la route. Pour de vrai, là, ça ne marche pas. Est-ce que tu soulignais le fait que ce soit la police municipale qui était responsable de la sécurité dans cette portion-là? Oui. Dans la portion immédiate autour de Trump, c'est les services secrets, les roses Cadillac noirs, puis, tu sais, bon, ils ont une formation, ils ont même l'esprit de sacrifice, parce que tu as vu, les gars ont sauté sur Trump, puis c'est moi qui vais prendre la balle, tu sais. L'esprit de sacrifice, oui et non, c'est une drill, ça. C'est une procédure. Là, c'est ça. Mais en tout cas, c'est leur job. Alors que le policier, lui, il s'est fait mettre en joue, puis il est parti, puis il a encore là. Oui. Bon, je ne sais pas si les services secrets auraient fait quelque chose de différent, mais manifestement, pendant la conférence de presse, je regardais les porte-paroles des services secrets, puis la police municipale, tu sais, t'as le gros shérif qui arrive là, on va checker ça, là. C'était pas dans la même ligue. Alors, donc, c'est sûr que si à tous ces rallyes-là, il y a une portion déléguée aux autorités municipales, ça peut être dangereux. Mais oui, non? Mais encore là, peut-être qu'il n'y avait pas les ressources pour faire... Il y a plusieurs paliers de décision, on va dire ça comme ça. Le choix du site. Donc, il faut un site. Mais c'est le service secret qui décide ça, non? Je sais pas, pour vrai. Ils doivent donner leur OK dernier. Moi, d'après moi, comment ça se passe, c'est que c'est le parti ou le responsable de campagne, peu importe, là, au niveau politique, qui carrément fait des arrangements. Puis là, tu as un représentant de la sécurité qui va émettre une opinion. Il va dire, monsieur, je vous conseillerais pas de... Tu sais, exemple, tu t'en vas pas dans le fin fond d'un ghetto avec plein de postes d'observation... Tu comprends, il y a des choses à ne pas faire. Là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a conseillé de ne pas le faire? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a levé le flag? Écoutez, il y a des bâtiments, il faudrait les occuper. Il faudrait avoir une observation constante. Il faudrait faire un cordon autour pour pas que ces bâtiments-là aient un accès physique. C'est très facile de dire aux policiers, écoutez, vous allez comme faire un cordon, il n'y a plus rien qui passe là parce qu'il y a un accès au bâtiment. Là, apparemment, il n'y avait pas ça de fait. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a reçu cette instruction-là qui ne l'a pas faite? Il y a tellement de possibilités comme ça. Moi, c'est sûr que c'est pas idéal. Tu ne veux pas avoir des policiers municipaux qui gardent des endroits où ils pourraient avoir des tireurs idéalement attachés. Moi, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, les policiers municipaux. Je veux dire, c'est pas leur travail. C'est pas leur job, là, dans le sens où le rôle des policiers, c'est presque un paramètre de guerre, là, dans le fond. Tu es là, tu dis, la cible est dans le milieu, là, puis il faut... Mais c'est tactique, comme on dit, dans le sens, c'est sa saveur militaire, là, mais souvent, les policiers municipaux, dans une prise d'otage, par exemple, vont être appelés à faire un cordon. Donc, souvent, il y a 2 cordons. Okay? Dans un événement, mettons une prise d'otage, tu vas avoir le cordon externe du policier. Ceux qui arrivent sur place les premiers, c'est souvent les policiers municipaux qui vont faire un cordon. Puis après ça, tu vas avoir un autre cordon de gens plus spécialisés
qui vont faire le cordon interne, c'est eux autres qui vont prendre le relais après ça. Puis les policiers externes vont faire les blocages de rue, toutes ces choses-là. Puis là, tu vas avoir l'équipe tactique qui va être prête. Sauf quand, souvent, surtout à cause des événements comme Dawson, etc., des événements de même, le policier vont être obligés d'intervenir malgré qu'ils ne sont pas entraînés à le faire. Donc, il y a des différents protocoles qui ont été changés au fil du temps, mais c'est pas leur rôle premier de faire ça. C'est ça. Mais tu vois, Dawson, c'est une réaction. Tu ne fais pas venir l'armée pour ça. Et là, il y a la réaction individuelle. Moi, j'ai rencontré des gens, le policier Denis Côté, qui n'a pas eu peur d'y aller. Oui, mais ça, c'est une initiative. Et qui me racontait qu'un de ses collègues, lui, a eu toute la réaction tout inverse. Il a eu. C'est ça, comme on disait tantôt, fight or flight. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors, ça, c'est une initiative. Mais chez les services secrets, est-ce qu'on peut généraliser et dire qu'ils sont tous bons? Ils doivent aussi avoir cette réaction-là, le fight or. J'ai vu moi-même avec un paquet d'humains, de soldats, d'opérateurs, de toutes sortes dans plein de pays, dans plein de gars, j'ai vu plein de réactions. Ce qui aide vraiment beaucoup, c'est deux choses, je te dirais. C'est l'entraînement, puis ça, c'est encore là le conditionnement. Si je te répète la même drill, puis je te fais des scénarios le plus proche de la réalité possible, et encore et encore et encore, comme les agents de bord dans les avions font des protocoles. Ils font pratique. Quand il va y avoir un événement, le conditionnement va embarquer. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que c'est des volontaires. C'est des gens qui ont volontairement dit « je veux faire ce job-là ». Donc, souvent, le mindset de ces gens-là va être plus propre à bien réagir parce que c'est comme quelqu'un qui veut aller faire du hockey, il va être souvent meilleur parce qu'il veut faire ça. Ah ouais. C'est un peu pareil. Donc, conditionnement, puis le fait que ces personnes-là soient volontaires fait que ces gens-là vont mieux réagir que d'autres personnes. Là, donc, là, unanimement, là, tous les partis politiques, tous les intervenants, toutes les couches policières, armées, etc., ont dit qu'il faut améliorer la sécurité au cours d'ici la fin de la campagne. Ça veut dire quoi, s'améliorer la sécurité, tu penses? Bon, il y a tellement d'affaires. Encore là, il y a plein de pistes. Bon, c'est sûr que là, tout le monde va être sur le qui-vive. Il y a le protocole. Est-ce qu'on veut réviser le protocole? Est-ce qu'on donne le droit aux tireurs d'élite, dans certains cas, de faire feu sur leur propre chef plus rapidement? Ça leur dans ce cas-ci, éviter qu'ils fassent feu. Est-ce qu'on peut avoir du nouvel équipement? Par exemple, les drones. Est-ce qu'on veut avoir plus de drones puis avoir une couverture sur tous ces endroits-là? Est-ce qu'on veut avoir, par exemple, une présence, occuper les lieux, donc choisir des sites différemment ou occuper les lieux plus à risque, comme les toits, comme ça, etc. Donc, il y a plein de mesures, ou simplement plus de ressources. Est-ce qu'on est capable de dire, écoutez, on veut le double du personnel, le triple, parce qu'on veut être capable de mettre des gens là? Une autre possibilité, il y a la Garde nationale qui est aux États-Unis, qui est comme un peu la réserve. Là. C'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est une forme de milice d'armée. Tu pourrais dire, écoutez, vous allez, quand il y a un rallye politique à haut risque, comme les rallyes présidentiels, etc., la Garde nationale va être appelée à faire le cordon externe. Donc là, on a un niveau un petit peu plus élevé côté tactique. Le problème, c'est que souvent, les militaires vont être un peu plus cow-boy, fait que tu vas avoir une espèce de climat plus checkpoint militaire. C'est le problème. Mais souvent, il y a un entraînement, donc ça va fonctionner très bien. Donc peut-être le protocole, ça va être la Garde nationale va être là, puis les services secrets vont établir le premier... le site va être pris en charge par l'agence fédérale, c'est-à-dire les services secrets. Mais le cordon externe, ça va être l'armée, dans le fond. Ça va être la Garde nationale. Peut-être qu'on pourrait faire ça maintenant comme façon de faire. D'après moi, c'est ça qui va se passer, en fait. Pour avoir plus d'effectifs. Parce que c'est puis ça. Ils sont payés, de toute façon, ces gens-là. C'est ça, ces gens-là sont là. Puis en même temps... Ils vont être meilleurs que la sûreté municipale. Puis je veux pas dire que... Moi, je pense que oui. Ça, je veux pas négliger le travail des policiers. Je veux juste dire que c'est une job qu'ils vont faire une fois dans leur vie, peut-être, couvrir un événement comme ça. Alors, la Garde nationale, est-ce qu'elle serait... Il faudrait la former différemment. Oui, mais en fait, la formation qu'il faut? Pas plus tard que, regarde, les forces canadiennes ont ça. Les forces canadiennes, les bataillons d'infanterie, on reçoit des mandats différemment. Puis en ce moment même, au moment qu'on se parle, à moins que ça ait changé, d'après moi, non, il y a des bataillons, 1 ou 2 bataillons qui sont dans un état, pas d'alerte, mais un état de, comment on dit en anglais, readiness, là, sont prêts pour les interventions domestiques. Donc, inondations, feux de forêt, etc. Donc, ils sont prêts. Ils ont un entraînement en ce moment qui est dédié à ça. Contrôle de foule, triadation naturelle. Donc, il y a vraiment un plan. Puis on dit aux soldats, vous vous entraînez pour faire face à ce qu'on estime être les scénarios les plus qui risquent de se produire. Donc,
C'est pour ça que, quand je disais tantôt, on avait des entraînements de tir d'élite où il y avait des contrôles de foule, etc. Bien, souvent, quand les soldats peuvent être appelés à faire du contrôle de foule, donc ils ont un entraînement là, avec des matraques, puis ils sont entraînés à contrôler une foule. L'approche va être complètement différente que si on dit qu'il faut prendre d'assaut une tranchée. Mais ils vont être entraînés, ils vont avoir un niveau, après ça, ils vont être prêts. Ça va être eux qu'on va appeler si on a besoin d'un bataillon. Et donc, parce qu'ils viennent de s'entraîner. Donc, c'est la même chose avec la Garde nationale, par exemple, aux États-Unis. Si on dit, écoutez, c'est ce bataillon-là, par exemple, dans l'État de Pennsylvanie, vous allez être ceux les prochains qui allaient intervenir dans ces événements-là. Donc, vous avez 6 mois d'entraînement, de montée en puissance qu'on appelle. Il y a un plan, là. Vous allez des entraînements individuels, collectifs, etc. Spécifiquement liés à cette action. C'est vous qu'on appelait pour les événements à haut risque et haute visibilité ou impact, ou peu importe comment on les appelle, dans l'État. Donc, Pennsylvanie, ça va être la Garde nationale de Pennsylvanie. On s'en va au Texas, peut-être que vu que c'est un État plus gros, il pourrait avoir 3 bataillons. Donc, ça pourrait être ceux qui sont au nord-ouest, au sud, etc. Vous êtes prêts, il y a un rallye de haut niveau comme ça, quelque chose de controversé, ou peu importe, il y a un Q qui arrive des services secrets, pas des services secrets, le renseignement, comme quoi il y a une menace. On met tous les 3 bataillons-là, ou bien vous allez être prêts à intervenir, peut-être pas tous déployés sur le site, parce que ça fait beaucoup de monde, 3 bataillons. Ouais. Mais mettons, ça pourrait être au moins que vous soyez prêts. Ça soit vous qui êtes en charge. Il y a plein de choses qui se font comme ça, qui se font déjà. Des fois, c'est juste de remanier les ressources, à la place d'en avoir des nouvelles. Une chose est sûre, c'est que les clivages actuellement sont tellement définis, sont tellement intenses entre la gauche, la droite, les pro-Trump, les anti-Trump, les pro-Biden, les anti-Biden. C'est un pays déchiré. Et je pense que, je veux dire, c'est pas surprenant que ça arrive. Non. Je veux pas partir, on n'a pas le temps de dire c'est la faute à qui. Moi, je dirais que c'est la faute de la radicalisation qui, depuis 20 ans, ça a commencé avec le Boston Tea Party, puis la réaction des démocrates à cette radicalisation et la sur-radicalisation qui s'en est suivie, puis bon, ça finit plus. Mais le résultat, c'est que le pays, il est divisé comme... Oui. Puis, c'est un autre domaine. La différence avec nous autres, ils ont une culture des armes à feu qu'on n'a pas. Oui, il y a ça. On a eu Marc Lépine, puis on a eu Denis Lortie. Je ne veux pas dire on est à l'abri complet de ça, mais ce que je veux dire, c'est que la culture des armes, c'est son père qui a acheté l'arme au jeune homme. Il l'a fait de façon tout à fait légale, puis il a passé ça à son gars. On n'en sait pas plus pour l'instant si c'était volontaire ou pas, ou s'il l'a emprunté, mais ce que je veux dire, l'arme était là. Puis toutes les familles ont des armes. Ou à peu près. Je veux dire, ça dépend des lieux. Ça dépend des régions, mais c'est quand même dans la culture américaine. At large. Mais tu t'en vas dans l'Alaska, ça va être complètement différent de New York. Oui, c'est tu parles, là, c'est le jour puis la nuit. Là. Donc, il faut faire attention de généraliser les États-Unis. Non, mais il y a une culture des armes à feu. Il y a des endroits, c'est plus acceptable. Le climat est différent. Je ne sais pas. Tu t'en vas dans l'Alaska, le monde chasse, c'est différent. Texas, c'est d'autres États, etc. Il y a des niveaux aussi. Il y en a que tu peux avoir ce qu'on appelle un open carry, c'est-à-dire que tu peux montrer l'arme. Là. Si je m'en vais à l'épicerie puis j'ai un pistolet. Ouais. Il y a d'autres États qui disent non, si tu veux une arme de protection, il faut qu'elle soit cachée. Okay? Fait que lui, il faut que ça soit dissimulé. Il y a plein de règlements. Ici, on n'a pas le droit, par exemple, au Canada, d'avoir un pistolet trop petit. Parce que ça se dissimule facilement. Donc, c'est illégal d'avoir ça. Tu as le droit d'avoir un pistolet pour le tir à cible, malgré que là, il y a un gel sur les achats, mais tu as le droit de le posséder. Il y a plein de règlements, puis ça marche par État beaucoup. C'est compliqué. Les plateformes AR-15, justement, sont souvent permises aux États-Unis, mais souvent, ils n'ont pas une capacité automatique. Donc, c'est pas une arme 100% militaire. Tu ne peux pas tirer automatique. Il y a des États que oui, il y a des États que non. Là, je ne suis pas spécialiste dans toutes les lois. Il y a plein de variantes, puis ça change de partout. Mais c'est ça. D'autres questions? Non, on va s'arrêter là, parce qu'on a fait pas mal le tour de la question. Je trouvais ça très intéressant. Puis on pourra peut-être s'en reparler dans quelques mois. Quand ils arriveront et ils vont le faire dans les quelques semaines qui s'en viennent, là, parce qu'il y a des rallyes qui s'en viennent encore. Mais il va y avoir un procès des procédures actuelles. Il va y avoir une commission d'enquête. C'est ça, il va y avoir une commission d'enquête, mais ceux qui sont en titre auront à défendre les choix administratifs. Oui, encore là, c'est un domaine, justement, ma belle-sœur me posait des questions. Elle m'appelait le matin, je pense que c'est hier, elle me disait hey, « J'ai fait de l'insomnie. » Puis là, pendant que je faisais de l'insomnie, j'analysais tout ça. C'était pas juste pour ça, là, en tout cas, longue histoire, mais là, elle me posait plein de questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, c'est une gestionnaire, justement, ma belle-sœur. Puis j'ai dit, tu étais en bonne position de comprendre les nuances.
Parce que peut-être qu'on va apprendre que ça faisait longtemps que les responsables à haut niveau demandaient des budgets, des changements de politique, puis ça a été refusé. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a pris des mauvaises décisions. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de mauvaises décisions de prise, des petites qui se sont accumulées, puis ça a mené à ça. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que les loups solitaires comme ça, c'est difficile de prévoir l'action des loups solitaires. L'avantage de ces actes-là, c'est qu'ils sont souvent mal organisés, amateurs, etc., mais ils sont imprévisibles. Ouais. Tandis qu'un complot, souvent, c'est plus facile à détecter. Il va y avoir des fuites, il va y avoir toutes sortes d'indices qui vont nous laisser présager, même des fois, du lieu ou du temps où ça va se produire. Un time span, comme on dit. Puis, il va y avoir plus de cues. Il peut y avoir des fuites, il peut y avoir un informateur qui n'est pas d'accord avec ce qui va se passer, donc il va aller informer les gens. Il y a tellement de... Souvent, un complot, il va plus avoir de bruit, bref, des rumeurs. Donc, il va avoir un niveau d'alerte plus élevé, etc. Le désavantage, c'est que c'est souvent mieux organisé. Parce que si une organisation est bien organisée, bien, il va y avoir un meilleur entraînement, un meilleur choix d'armes des plusieurs personnes qui peuvent faire un attentat en même temps. Mais l'avantage, c'est qu'on est plus capable à même de les détecter. Ah bon, on l'a vu en septembre 2001. Le gros débat, c'est comment ça fait qu'on ne les a pas détectés avant? Parce que pour ce qui est des moyens... Ah, pour les 2001, ça? Ouais. En fait, il y a eu beaucoup de queues des services de renseignement. Ah, c'est ça. Encore là, c'est une faillite organisationnelle. Il y a eu des flags qui ont été levés, ils ont été ignorés par des responsables. Tout simplement. Mais là, ça fait quelques années, là, c'est omniprésent dans l'actualité qu'il y a des gens qui dénoncent les coupures qu'il y a eu dans les services secrets, puis bon, ben, on voit que ça a pataugé. Ah, merci Wally, ça a été un grand plaisir de t'avoir sur le plateau, puis je rappelle qu'on peut toujours trouver ton livre qui s'appelle « Mission tireur d'élite ». Oui, puis mon site internet, wally.news, qui relie mon blog, etc. C'est là que je mets les nouvelles pour mon livre sur l'Ukraine, documentaire qui s'en vient, etc. Sky's the limit. Sky's the limit. Bye. Merci. Bye.